Ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, toutes les difficultés du Maroc, toutes les grandes difficultés du Maroc, et surtout leur continuité, s'inscrit dans des choix politiques, économiques et financiers qui ont été adoptés par ce régime monarchique. C'est en essayant d'aller frapper à la porte de la Banque mondiale et la Banque du FMI durant les années 70 que la facture nous a été présentée en 81. On nous demande de faire une politique néolibérale et de réduire tout, ça veut dire le budget de tous les secteurs non productifs et d'arrêter les subventions relatives aux denrées alimentaires de base. Donc, Hassan II a essayé de rentrer dans cette politique. Il a eu donc les événements du 20 juin 1981. 5000 morts à Ibadullah, 5000 morts pour la seule Casablanca, qu'on va par la suite dépuceler et segmentariser en plusieurs wilayats. Avant, Casablanca, c'était une seule amala, et le stress à l'intérieur de ce régime, qui a peur de la population de Casablanca, l'a divisé en plusieurs wilayats. Des corps n'ont jamais été remis aux familles parce qu'ils étaient enterrés dans des fosses communes et qu'on a réouvert au moment de la mise sur pied de la commission justice et équité. Donc ça et ça ne s'est pas arrêté là. Donc Hassan II a reculé et puis par la suite en 84 il va remettre le couvercle. La même chose, les événements qu'on appelle les événements du pain qui tue, parce que les gens ne voulaient pas une augmentation dans les denrées alimentaires de base, l'huile, la farine, etc. On demande pas, à l'époque, les gens ne demandaient pas un changement du régime. Ils demandaient de garder les subventions et de ne pas augmenter les prix des denrées alimentaires de base parce que c'était difficile pour eux, très difficile pour eux. Il n'y a pas plus légitime que ça d'avoir le droit d'exister parce que manger, boire et aller à la toilette, c'est fondamental. Ils ne demandaient pas la lune. Et donc, Hassan II répond par la répression. Et tout ça, ce sont les conséquences des politiques d'ajustement structurel de l'IFIMI. On a fait un mauvais choix en termes de politique d'investissement au Maroc et en termes la politique, de planification à l'intérieur de notre pays. Et d'ailleurs, parmi les grandes lignes directrices du gouvernement d'Abdallah Ibrahim, vous pouvez retourner, donc aux archives qui ont été produites, bien sûr, par le cabinet à l'époque de l'Amrani, qui était à l'industrie, etc. Et vous allez voir, parmi les perspectives, les objectifs, pas de recours à l'endettement extérieur. Nous allons perdre notre autonomie, nous allons perdre donc notre indépendance. Nous allons perdre notre autonomie, mais on n'aura plus de marge de manœuvre ni fiscale, ni financière, ni rien. Des choix qui ont été faits. Le Maroc, sous des pressions de la Banque mondiale, de FMI, etc., il a réduit les droits de douane. Il a réduit ses droits de douane. Et l'Europe a mis le couvercle aussi, on lui dit, si vous voulez rentrer sur le marché européen, vous pouvez encore réduire. Et on savait très bien qu'à la fin des années 90, cette fiscalité-là, qui est la fiscalité qui vient de l'extérieur, donc tout ce qui est douane, accès, etc., représentait presque 28% des recettes totales du Maroc. Alors, il faut être débile pour accepter de réduire cette fiscalité qui est pas uniquement une entrée d'argent, mais qui est aussi un système immunitaire qui protège les producteurs fragiles, petits du pays. Quel poids avons-nous par rapport aux produits manufacturés qui viennent de l'étranger? Quelle force a notre petit artisan? Amelou l'audit, faites une audit
sur la disparition de nos artisans. Regardez combien d'artisans ont coulé, ont déposé les clés parce qu'on a réduit justement ce système immunitaire qui est le droit de douane en termes de contingent des tarifaires, en termes de contingent qualitatif. On accepte tout ce qui vient de l'étranger. On ne met aucune contrainte pour la santé. Non, ces produits-là que vous nous amenez, il y a trop de chlore. Non, on ne le fait pas. Va vendre, toi, tes produits en Europe. Ils ont une nomenclature avec des contraintes qualitatives. On te dit, ah non, tu ne peux pas introduire ce produit-là parce qu'il y a trop de chlore. On ne peut pas acheter tes pastèques parce qu'il y a trop de ça, il y a trop de ça, il y a trop de ça. Au Maroc, c'est la porte ouverte. Pourquoi? Pourquoi c'est la porte ouverte? Parce que c'est eux qui ont les licences de ces exportations, de ces importations. C'est Mohamed Si, c'est Akhanouch, etc., etc. Ils s'en foutent de la santé publique. Money is money. C'est une république bananière ou là c'est une monarchie bananière. L'état de droit est quasi inexistant, les chiffres, comparons les chiffres. On a une référence incontournable. Le programme des Nations Unies pour le développement. Va voir le taux d'analphabétisation au Maroc. 48% savent ni lire ni écrire. Va voir les statistiques relatives, à la moyenne d'âge. Va voir les statistiques relatives au chômage. Va voir les statistiques relatives à l'économie informelle. Va voir les statistiques relatives à l'économie criminelle. Et quand je parle d'économie criminelle, c'est les petits vendeurs du cannabis à la sauvette, c'est la prostitution, etc., etc., etc. Ah, de la face cachée du Maroc, vous n'arriverez pas à la cacher. Parce que malheureusement, elle commence à devenir de plus en plus visible. Vous allez partout dans le monde arabe. Quand vous leur dites que je suis d'origine marocaine, ils mettent parfois 20-30 minutes avant de commencer à vous cerner. Parce qu'automatiquement, un domine-image qui est préconçu, bien fabriqué, et ils se disent dans leur tête, est-ce que c'est pas le fils d'une qui est venu se prostituer chez nous il y a 40 ans, 50 ans, 60 ans? On a des étiquettes qui nous est collées. Le Maroc, pour eux, c'est un bordel à ciel ouvert. Le Maroc, c'est devenu aujourd'hui de plus en plus pour pas mal d'Occidentaux, je veux dire, un paradis pour les pédophiles. Et en plus, à la fin, quand ces pédophiles sont mis derrière les barreaux par les circonstances d'un juge ou par le concours d'un juge honnête, etc., mais ils sont graciés par la suite. Quand vous avez du bon juge, vous avez un mauvais roi. Que voulez-vous que ce peuple fasse? Après, les juges, ils vont jeter le torchon. Quoi ça sert? On a fait l'instruction, la police judiciaire a fait son boulot, on l'a pris en flagrant délit, avec 12 enfants, en train de les tripoter, et puis et puis voilà. Et puis après, voilà la grâce royale. C'est Allah yaounek. Et idem pour l'Espagnol qui était à Tanger. La même chose. Idem pour le Koweïtien auquel on a remis le passeport, le lendemain, il était à Kuwait City. Il a violé une fille de 12 ans, en lui volant sa virginité, etc. Attention, c'est ça le Maroc. Vous pouvez lire le bouquin de l'ancien chauffeur de Pierre Berger et l'amant de Yves Saint-Laurent. Pierre Berger, mon amant. Lisez un peu ce qui se passe dans Villa Majorelle. Vous allez voir l'extérieur de la Villa Majorelle, le jardin, les cactus, etc. Rentrez dans la villa à l'intérieur, vous allez voir. C'est ce que ce chauffeur qui était aussi l'amant de Yves Saint-Laurent a raconté dans son bouquin. Le bouquin existe, vous pouvez l'acheter sur Amazon. Je ne vous raconte pas des histoires. Je vous dis, il faut voir clair dans les choses. Si vous voulez aider les Marocains, parce que nous, Ibrahim vient de le dire, nous, on n'a pas de problème financier, on n'a pas de problème de liberté d'expression, on se retrouve dans des espaces, heureusement, on se bat aussi pour l'avoir. On se bat aussi pour l'avoir. Mais je dis, si on a envie d'idées, je dis, les Marocains, si on a envie que le soleil
de la liberté se pointe à l'horizon au Maroc, il faut se dépouiller de soi. Il faut vivre un dépouillement de soi. On doit s'oublier, on doit s'oublier. On doit s'oublier, on doit avoir l'esprit de la soif de justice. Pas parce que moi je vais bien que je vais fermer les yeux sur les autres. Non, moi je ne peux pas me le permettre. Je ne peux pas me le permettre. Vous savez, si je voulais faire une carrière, mais alors là, qui va faire sauter les plafonds, je suis un pur produit d'une des plus grandes HEC belges. Tu vas aller sur Internet, tu vas trouver, on est 36 à avoir un doctorat de cette HEC, qui est la Solvay Business School. À un moment, elle était classée, je crois, 12e ou 13e mondiale. J'aurais pu former ma gueule sur la cause palestinienne, j'aurais pu fermer ma gueule. Je veux dire, j'ai 4 bouquins. Je suis un des grands spécialistes de l'eau au monde. Le shaitan. Mais voilà, à un moment, tu as une conscience et tu as des intérêts. Et moi, j'ai fait le choix d'être en corrélation avec ma conscience. J'aurais été doyen, voire recteur d'université. Je vous le dis, je vous parle pas comme ça. Je pleurniche pas, mais je vous dis les sacrifices qu'on fait parfois pour son idéal politique, pour la solidarité humaine, pour le progrès de l'humanité, pour je veux dire, pour la mobilisation des valeurs universelles. C'est un combat de la vie. C'est un combat de tous les jours. Oui, Mohamed VI, il fait ce qu'il il fait rien. Il a acheté à Zanzibar, il a abandonné une maison au Gabon avec des valises de lingots d'or, avec des dollars, etc. Qu'est-ce que faisait, je sais pas combien de kilos de lingots d'or au Gabon? Qu'est-ce que faisait autant de dollars au Gabon? Et là, c'est cartes Visa. Les cartes Visa, cartes Mastercard, American Express fonctionnent au Gabon. J'étais au Gabon. Toutes les cartes de crédit fonctionnent. Pourquoi il a besoin d'avoir autant de valises d'argent? C'est bizarre. C'est bizarre. Moi, mon problème, ce n'est pas la monarchie. Je vis dans une monarchie. Mais c'est une monarchie où le roi règne, il ne gouverne pas. Le roi, ici en Belgique, est une autorité morale et un arbitre. C'est ce qu'on a proposé à plusieurs reprises. Vous êtes une autorité morale, devenez un arbitre, et puis à côté de ça, faites ce que vous voulez. Mais chef de tout, on vient me dire que ce n'est pas un dictateur, moi je me pose des questions. Excuse-moi, juste pour la Belgique. La Belgique, c'est le seul pays qui peut tenir sans gouvernement, hein, quand même. Hein. Donc, il faut que tu saches qu'il n'y avait même pas de gouvernement pendant un sacré moment et le pays n'a pas sombré. Non. C'est pas le sujet de la Belgique, les amis. Non, mais je veux dire la Belgique, non, mais c'est ça le problème, tu vois. On oublie la Belgique. Non, on ne va pas aller sur ce sujet. Et là, sur ce que vous disiez, professeur Mohamed, est-ce que ça ne vous fait pas penser à la monarchie marocaine, à un système féodal? Mais bien sûr, mais je l'avais dit, mais c'est pas moi qui le dis, c'est Rémi Livo. Rémi Livo a écrit un bouquin, Al-Fallah al-Maghribi Hamil Arsh, le Fallah marocain défenseur du trône. On a créé une féodalité rurale pour contrecarrer, ce veut dire la lutte urbaine, la lutte prolétarienne urbaine. Donc le bras de fer qui a été lancé juste après l'indépendance et le fait d'avoir congédié le gouvernement d'Abdallah Ibrahim, c'est que donc pour justement éviter l'émergence d'un prolétariat marocain. D'ailleurs, Sarhan en parle, donc c'est un écrivain marocain brillantissime qui est au Canada aujourd'hui. Il a écrit, mais sous forme romancier, mais on voit quand même, si on connaît un peu l'histoire du prolétariat marocain et sa disparition, ça s'appelle Le prolétaire de la haine. Le roman d'Yellow. Mais là, tu vois tout ce bras de fer entre la ville et la campagne. On a un système féodal, bien entendu. Au vrai sens du système féodal de l'ancien régime, on a des vassals, on a tout. Aïbadallah, quand tu te trouves devant un homme qui est monté à cheval et toi, tu t'inclines avec un angle de 90 degrés, mais on est où là? On est où? Bien sûr, on est dans un système féodal avec la ritualisation quasiment, je veux dire, de ce système. On a sa ritualisation, il y a tout. Et le roi en lui-même, aujourd'hui, vu la posture qu'il a adoptée, c'est un roi qui règne, qui gouverne, mais qui n'agit pas. C'est d'autres qui font le boulot à sa place. Il est tout le temps parti et tout le temps absent.
Et donc, c'est un roi protocolaire. C'est un roi protocolaire. On l'appelle, voilà, il y a tremblement, tu dois revenir à Amour, il était hospitalisé. On lui a dit, tu débranches, tu viens, les gens vont te voir, ils commencent à dire que tu es mort, que tu es aidé. Il est venu, il a assisté à un conseil de ministres, etc. Puis il a donné, soi-disant, des directives, mais tout a été fait. Il y a les mains invisibles qui travaillent au Maroc, mais ça, on le sait. On peut en faire, on peut en faire problème dans tout ça. Il est où le problème? J'arrive pas à comprendre le problème depuis tout à l'heure. Tu parles, mais j'arrive pas à comprendre le problème dans tout ça. Si le travail est fait, qu'il est là et qu'il gouverne. Non, mais Scolios, est-ce que tu peux le laisser terminer son argumentaire, s'il te plaît? Tu réagiras après. Non, mais je te donne la parole. Et c'est moi qui gère le live. Voilà. Donc, s'il te plaît, on le laisse parler. Et quand il finira, il le dira et je te donnerai la parole. Adnan a posé une question très, très pertinente, une question fondamentale. Et c'est juste ce qu'il dit. On n'a pas une bourgeoisie nationale, parce que la question d'Yalou n'est pas, je ne veux pas dire n'est pas innocente, c'est pas dans le sens méchant, mais ça veut dire elle porte une portée symbolique intellectuellement parlant. On n'a pas une bourgeoisie nationale. Bourgeoisie nationale, qu'est-ce qu'elle fait, Adnan? Et tu le sais mieux que moi. Tu sais que le Louvre, tu habites Paris ou là, je sais pas, le Louvre, 70% des tableaux sont restaurés ou des tableaux sont offerts par des mécénats de la philanthropie. Fin de la bourgeoisie marocaine qui fait du mécénat, qui fait de la philanthropie, qui donne des bourses à des Marocains pour aller étudier à Harvard, à Oxford, à Cambridge. Le Hariri le faisait au Liban. Le Hariri offrait, je crois, une histoire de 300, 400 bourses vers l'étranger, y compris pour Harvard, Oxford, Cambridge, les plus grandes universités américaines, les plus grandes universités anglaises. Il y a d'autres hommes d'affaires qui le font au Koweït, qui le font à Dubaï, qui le font à Doha. Là, tu commences à voir un début d'une bourgeoisie nationale, patriotique, soucieux, de voir émerger une classe éclairée, etc., etc. Hana في المغرب c'est la classe ديال l'ajour, le pistache, le hammas ou le pétrole qu'on produit même pas. Africa. T'as vu quelqu'un qui t'a dit je viens d'inaugurer une bibliothèque, j'ai fait un cadeau pour inaugurer une bibliothèque dans mon village natal. سمعتي شي نهار شي واحد جا قال لك راه جي ouvert un petit musée pour encourager les photographes du coin, etc. ou là pour ramasser la mémoire de la région, donc les gens qui ont des archives chez eux peuvent venir les déposer et on va faire un petit musée, etc. Tu vas à Jerez de la Frontera. C'est une région qui a été connue pendant la période des années 20, 30, 40 pour avoir donné à l'Espagne des grands militaires. Et ces militaires, il se fait qu'ils ont tous servi au nord du Maroc, entre autres Thomas Garcias Figueras. Ils sont 5 ou 6. Ils ont fait un musée. C'est devenu vraiment la Mecque de tous les chercheurs rifins qui vont là-bas pour essayer de fouiller et trouver des traces de la mémoire de leurs ancêtres entre 21 jusqu'en 56. C'est uniquement 5 militaires. Là, tu as une bourgeoisie nationale, soucieux de jouer le rôle de relais, de transmettre. Qui fait ça au Maroc? On a une bourgeoisie mercantile. La bourgeoisie mercantile, c'est les caractéristiques d'il y a là, c'est la féodalité. On a dans le monde rural, on a des agriculteurs qui ne sont pas soucieux de l'environnement, qui ne sont pas soucieux des nappes phréatiques, qui ne sont pas soucieux des gens qui vivent dans les alentours. Ils arrosent avec des produits chimiques néfastes, ils arrosent avec des engrais néfastes pour la nappe phréatique, pour les gens. Les taux de cancer dans nos villages marocains, si tu compares ça à d'autres villages à travers le monde, on est très, 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 très mal placé. Les taux de cancer qui sont liés au fait qu'on fait de l'aspersion parfois par des avions, etc., pour des grands, je veux dire, champs de la salade, et tout ça est destiné à la consommation intérieure. Donc, c'est quand même un État qui reste quand même, conjoncturellement parlant, à des périodes précises, avait une posture de dictature
et d'une manière fonctionnelle, ça veut dire le modus operandi est un modus féodal. On a des vassals, il faut aller dans les campagnes, où ratchouf les grandes propriétés terriennes, comment ils se comportent avec les petits paysans, il y a le vol des terres, qu'est-ce qui en est devenu aujourd'hui? On a même utilisé des mécanismes légaux pour voler les terres des collectivités, ce qu'on appelle Aradil Joumoua. C'est des terres qui appartenaient à des collectivités, ça fait partie du droit coutumier marocain. On l'a piétiné et on a complètement broyé ces gens-là, on leur a piqué leurs terres, on les a donnés à des Koweïtiens, à des Qataris, etc., pour faire de la chasse, pour faire de l'agriculture et tout. Et qu'est-ce qui est devenu de ces agriculteurs, des communautés tout entières? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dû partir vers Agadir, vers Marrakech, et puis vers Casablanca, pour ceux qui étaient pas loin des environs de l'Khmissat, etc., etc. Donc voilà, on est dans un système qui a un modus operandi, mais vraiment féodal, et c'est pas moi qui le dis, Paul Pascon en a parlé, Ribolivon en a parlé, tous les spécialistes de la segmentarisation au Maroc, on en a parlé, etc. Parler. Quand il parle, lui, il a travaillé sur la segmentarisation urbaine, lui-même, il n'utilise pas le mot féodal, mais il parle quand même d'une sorte de solidarité mécanique, et ce sont des mécanismes de fonctionnement des sociétés féodales. Ça veut dire que les gens se marient entre eux. Se marient entre eux, c'est le capital et l'argent qui fait bon ménage, c'est pas l'amour. L'amour est quasi absent. Et Waterbury, dans son bouquin Le Commandeur des Croyants, l'a super bien expliqué. Et c'est ça le Maroc, malheureusement. Voilà, c'est Adnan. Marhaba, marhaba. Je salue la profondeur de votre analyse, très cher professeur, ainsi que King of Cat qui dit très intéressant, vous êtes une mémoire de connaissances.